Bonjour à tous, merci Thibaut pour ta confiance. Donc je vais vous parler de la transplantation cardiaque dans l'amylose AL et A-transthyrétine. Je vais d'abord essayer de répondre à la question pour quel résultat et ensuite pour qui, parce que je trouve que pour qui c'est plus difficile. Le diagnostic d'amylose est difficile, ce sont des signes non spécifiques, ce qui aboutit à un retard diagnostique. Et c'est pour cette raison qu'on a des patients qui arrivent d'emblée en stade très sévère, parfois en quasiment choc cardiogénique. Et on peut être amené à discuter de la greffe avant tout traitement. Donc les traitements, comme Damien Lojard vous avez dit, on a des traitements non spécifiques de l'insuffisance cardiaque. On ne peut pas utiliser les bêta-bloquants, la digoxine, les IEC. Et finalement, il nous reste les diurétiques, les anticoagulants, les pacemakers, le défibrillateur. Et comme vous l'avez bien exposé précédemment, on a les stabilisateurs du tétramère, la chimiothérapie, mais cela ne suffit pas, surtout chez les patients en stade 3 et 4 de la NYHA. Alors, quelle est la place de la transplantation cardiaque ? Donc, c'est un grand débat. Il y a certains professionnels qui sont pas très pour la transplantation cardiaque dans l'amylose, devant le risque de récidive de maladie, d'autres devant le mauvais pronostic lié à l'atteinte systémique. Il y a même certains centres qui ont signalé une surmortalité et qui ne transplantent pas des patients ayant une amylose, surtout AL. Et c'est vrai qu'on a une pénurie de greffons et que c'est quand même assez compliqué de transplanter ces patients qui ont qui auraient un moins bon pronostic. Et puis, il y a d'autres professionnels qui ne sont pas d'accord, qui clairement, le pronostic de ces patients est lié à l'atteinte cardiaque et que si on ne leur propose pas de transplantation cardiaque, ils vont mourir. D'ailleurs, les patients qui sont sur liste de transplantation cardiaque ayant une amylose AL ont une survie inférieure aux patients qui n'ont pas d'amylose. Et puis, on est franchement encouragé par les publications récentes qui montrent des résultats très encourageants. Donc ça, si vous m'avez déjà vu présenter cet exposé, j'en avais déjà parlé. Donc ça, c'était l'équipe allemande qui avait publié leurs résultats rétrospectifs. Donc, ils avaient divisé leurs résultats en deux périodes de 2002 à 2007 et période de 2008 à 2017. Il y avait 48 amyloses, dont 32 AL. Et clairement, on voyait qu'il y avait une surmortalité des patients ayant une amylose AL qui bénéficiaient d'une transplantation cardiaque, alors qu'il n'y avait pas de différence significative dans l'amylose à transthyrétine. Et puis, quand on regarde la deuxième période, on voit que la survie, elle est similaire dans les deux groupes. Donc, probablement que, d'une part, il y a eu l'arrivée du bortezomib en 2008, et puis, d'autre part, il y a eu une meilleure sélection des patients à qui on a proposé cette transplantation cardiaque. Et finalement, il y a plein d'études dans la littérature, on a beaucoup d'études qui ont rapporté les résultats. On a souvent un petit nombre de patients. Là, on a 23 patients dans cette équipe et on a des résultats qui sont très bons et d'autres résultats qui sont mauvais. Donc, on a l'impression que plus on avance dans les années et meilleurs sont les résultats. Cette étude-là, cet article il date de 2013, mais il est intéressant parce que c'était une étude rétrospective de 2001 à 2011. Ils avaient mis sur liste de transplantation cardiaque 31 patients. Donc ça, c'était l'amylose AL, je précise. 18 ont été transplantés, 2 étaient encore en attente à la fin de l'étude et 11 patients sont morts sur la liste d'attente, ce qui représentait 35%. Donc c'est énorme. Nous, on a globalement entre 7 et 10% de patients qui décèdent sur liste. Ils étaient décédés de causes principalement cardiaques, sauf 2 patients de sepsis. Et puis parmi les patients qui ont été transplantés, il y a eu 4 décès et donc 14 patients sur 18 vivants. Quand on regarde les patients qui sont sur liste de transplantation cardiaque ayant amylose AL, ils ont une survie qui est franchement diminuée par rapport aux patients qui n'ont pas d'amylose AL. Et puis, donc, un des facteurs prédictifs était l'IMC bas. Donc, dans la transplantation cardiaque, il faut
que le donneur ait un poids qui correspond globalement au receveur. Il ne faut pas dépasser 20% de variation. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de patients inscrits sur la liste qui font plus de 70 kilos. Donc, trouver des donneurs avec un IMC bas, c'est plus simple. Donc, ces patients ont plus accès à la greffe. C'est vraiment un facteur prédictif assez spécial. Mais plus vous êtes mince dans l'amylose AL, plus vous avez des chances d'être greffé. Et puis, leurs résultats étaient montrés qu'il y avait une survie comparable par rapport aux patients qui n'avaient pas d'amylose AL. Donc tout ça, c'était très encourageant. Alors là, j'ai essayé de refaire la revue de la littérature récente. Donc ça, ce sont une équipe de Los Angeles qui a fait un suivi de 27 patients, dont 5 AL et 10 transthyrétine et 12 transthyrétine mutées. Ils avaient également une survie comparable à 3 ans. Ça, c'était l'équipe de Stanford, 31 patients, dont 13 AL et 18 TTR, une survie tout à fait comparable. Et puis la dernière équipe, donc c'était aux États-Unis sur 2 centres, sur 10 ans, 14 greffes, dont 12 TTR, 3 sauvages et 9 mutés. Et il y avait des transplantations combinées avec 3 transplantations cœur-foie, 2 AL avec une transplantation cœur-rein. Il y avait 100% de survie à 1 an. Donc plutôt des bons résultats. Dans l'amylose sénile, on a aussi la possibilité de leur proposer une greffe, puisqu'il y a cette étude-là qui a montré que 7 patients ont été transplantés. Ils sont un petit peu plus vieux. Ce sont tous des hommes, 66 ans plus ou moins 9 ans. Et ils avaient une survie à 3 ans de 100%. Un patient était décédé à 45 mois d'un cancer du pancréas. Et puis, il y avait 2 patients qui avaient eu des atteintes gastro-intestinales et 4 patients des atteintes nerveuses périphériques. Peut-être qu'ils pourraient bénéficier aussi du tafamidis en post-greffe. Notre expérience à Henri Mondor, donc c'est rétrospectif. Depuis 2005, première transplantation cardiaque sur une amylose était en 2005. Et puis, il n'y a rien eu de 2005 à 2012. Donc, on a transplanté 23 patients, donc 17 amylose AL et 6 patients à transthyrétine mutée. Aucun patient ayant une amylose à transthyrétine sauvage a été transplanté. Il y avait 10 greffes combinées, dont 5 cœur-rein et 5 cœur-foie, dont une greffe cœur-foie domino. C'était en 2012. Et donc, je rappelle juste que la greffe cœur-foie domino, c'est donc un donneur décédé. On va prendre les organes du donneur décédé, le cœur et le foie, qu'on va transplanter à notre patient. Et puis, on va récupérer le foie de notre patient ayant une amylose à transthyrétine mutée, en vérifiant évidemment que le foie ne soit pas malade. On va pouvoir le transplanter à un patient qui a un accès difficile à la greffe. Donc, ce patient va très bien aujourd'hui et le receveur de ce domino également, pour l'instant, il n'a pas développé d'amylose. Alors, en termes de résultats, je ne sais pas si vous arrivez tous à lire, mais globalement, on a, sur l'âge des premiers symptômes, ils avaient à peu près 55 ans. Et l'âge du diagnostic, 59 ans. Donc c'est surtout pour l'amylose à transthyrétine qu'on avait un délai important. Pour l'amylose AL, un peu moins. Dans les amyloses à transthyrétine, on avait la moitié des patients qui avaient une mutation VAL122. Pour les caractéristiques cliniques, on avait excusez-moi, je n'arrive pas à retourner en arrière. Pour les caractéristiques cliniques, on avait globalement 50% d'hommes dans la population d'amylose AL, mais on avait une majorité d'hommes chez les patients qui avaient une amylose à transthyrétine mutée. On avait à peu près 35% de patients qui avaient une hypotension orthostatique et on avait 100% des patients ayant une amylose à transthyrétine qui avaient une neuropathie périphérique, évidemment pas sévère. Il y avait quelques patients implantés d'un pacemaker, mais pas tant que ça finalement.
Dans les caractéristiques biologiques, le NT-proBNP était plus élevé dans la population ayant une amylose AL et la troponine également. Et le reste était globalement comparable dans les deux populations, en sachant qu'il n'y avait pas d'insuffisance rénale sévère ni d'anomalie du bilan hépatique très sévère. Pour l'échographie cardiaque, on avait une épaisseur du septum qui était plus importante dans l'amylose à transthyrétine mutée par rapport à l'amylose AL. Et pour les données du cathétérisme droit, c'était globalement comparable. Il y avait une HTAP post-capillaire. Parmi la chimiothérapie, donc les patients ont reçu du Velcade, endoxan et dexaméthasone, et puis il y avait à peu près 30% des patients ayant une amylose AL qui ont eu une seconde ligne par daratumumab. Alors, donc ça, c'est les résultats au moment de la transplantation cardiaque. Donc, on avait 10 transplantations combinées. Finalement, 5 transplantations cœur-rein uniquement chez les patients ayant une amylose AL et 5 transplantations cœur-foie chez les patients ayant une mutation à transthyrétine. Alors, pour les patients auxquels on proposait cette transplantation, soit ils avaient une neuropathie et en discutant avec les neurologues de notre hôpital, on posait l'indication, soit parce qu'ils avaient des anomalies au niveau du foie avec des cirrhoses, des patients qui avaient des causes multifactorielles, l'insuffisance cardiaque, métabolique, etc. Ensuite, on avait quasiment 50% de patients qui étaient en très bonne réponse hématologique sous chimiothérapie. Il y avait 23% de patients qui étaient en réponse partielle. On avait 18 patients qui n'avaient pas encore répondu. Il y a un patient qui progressait. Il y avait des patients qui étaient mis en urgence, il y avait 22% de patients qui étaient sous inotropes, surtout des patients ayant une amylose AL, 13% des patients ayant une ECMO, et puis 40% des patients transplantés en urgence. Donc finalement, à 1 mois, on avait une survie de 96%. Voilà. Et puis à 1 an, on a des patients qui ne sont pas encore à 1 an, donc on a donc 100% de survie pour les amyloses à transthyrétine et 72% de survie pour les amyloses AL. Donc parmi ces patients qui sont décédés avant 1 an, on a 3 patients qui sont décédés d'infection, c'était 3 pneumopathies à plus de 3 mois. Une patiente qui est d'une rupture de Scarpa et un patient qui a une dysfonction de greffon à J1. Donc il est décédé à 30 jours, mais probablement que... et finalement, parmi ces 5 patients, il y en avait un qui était en très bonne réponse hématologique, 3 en réponse partielle et 1 qui n'avait pas répondu. Quand on compare les résultats par rapport à la France, on est globalement comparable puisqu'il y a 84% de survie à 1 mois et 75% de survie à 1 an. Donc finalement, pour répondre à la question pour quels résultats la transplantation cardiaque, on a quand même des résultats similaires pour le groupe non amylose. Donc effectivement, je pense que c'est justifié chez ces patients. Pour qui c'est plus difficile. En tout cas, la société ISHT, donc de transplantation cardiaque et pulmonaire, a fait tout un paragraphe en 2016 dans les recommandations sur l'amylose et il est indiqué d'inscrire ces patients s'ils ont un mauvais pronostic. Donc ce n'est pas une contre-indication à l'amylose. Il y a une mortalité il stipule bien qu'il y a une mortalité plus importante sur la liste pour les patients ayant une amylose AL et qu'il y a une contre-indication qui semble légitime si on a une atteinte multiviscérale. Qu'il faut évoquer la bigreffe cœur-foie, éventuellement abdominaux, et que l'assistance ventriculaire n'est pas recommandée chez ces patients qui ont une petite cavité. Enfin, s'il n'est pas possible de faire la chimiothérapie chez ces patients ayant une atteinte cardiaque sévère, la faire donc après la greffe. Donc, il parle beaucoup d'autogreffe de moelle osseuse qu'on ne fait plus. Finalement, le pronostic de l'amylose AL, donc je ne vais pas revenir sur le stade de la Mayo Clinique, mais on peut déjà identifier les patients en stade 3B qui ont un NT-proBNP supérieur à 8500 et qui ont une médiane de survie très basse.
Donc nous, on a dans Amylocarfol, on a mis le NT-proBNP un petit peu plus bas quand même, parce que, en tout cas, nous, pour les patients qui ont un stade 3B et qui ont moins de 65 ans et pas de contre-indication, on leur fait d'emblée un bilan pré-greffe cardiaque assez rapide, et même en stade 3A en fonction du patient. Et puis, le pronostic de l'amylose AL dépend également de la réponse à la chimiothérapie, puisque lorsqu'on a une réponse hématologique complète, on a un meilleur pronostic que la très bonne réponse hématologique, que la réponse partielle et la non-réponse. Et ensuite, on regarde la réponse d'organes avec la troponine, le NT-proBNP, l'échographie, etc. Donc, lorsqu'on a une réponse d'organes, on a évidemment un meilleur pronostic. Pour l'amylose à transthyrétine, c'est un petit peu différent. La médiane de survie, elle est plus longue et on peut identifier des patients à risque avec un NT-proBNP supérieur à 3000 quand ils ont une clairance supérieure à 45. Mais clairement, lorsque vous avez un patient qui a une amylose à transthyrétine et moins de 65 ans, qui est hospitalisé pour décompensation cardiaque, il est assez raisonnable d'évoquer ce projet thérapeutique, mais on a un petit peu plus le temps quand même que l'amylose AL. Alors, pour qui? Donc, ce qu'on fait, nous, dans notre centre, c'est que, clairement, on fait un bilan pré-greffe. Donc ça, c'est vraiment notre infirmier, Steven, qui les identifie avec nous. Et on va tout de suite débuter un bilan pré-greffe pour ces patients en stade 3B, mais aussi en stade 3. Il semble raisonnable quand même de proposer la transplantation cardiaque aux patients qui ont une réponse hématologique complète ou partielle. Le problème, c'est que parfois, on ne peut pas savoir s'ils ont une réponse hématologique puisque ils ne nous ont pas laissé le temps de voir la réponse. Donc ça, c'est le problème. Mais c'est quand même difficile de les contre-indiquer, surtout si le patient est en choc cardiogénique, qu'on n'a pas eu le temps encore de voir la réponse hématologique. Et ça, c'est vraiment la grosse difficulté de cette indication. Lorsqu'on a des troubles de conduction sévères et des troubles du rythme, avec des patients qui sont en orage rythmique ou en dissociation. Et puis, il est raisonnable de les contre-indiquer quand on a une atteinte digestive sévère avec un risque hémorragique important, une dysautonomie, une atteinte multisystémique, un mauvais état général, une dénutrition, pas de réponse hématologique. Quand on voit que le patient, au bout de plusieurs mois, qu'il se dégrade, il a une progression cardiaque et qu'on est déjà à la 3e, 4e ligne de chimio sans réponse, il n'est pas raisonnable de lui proposer la greffe. En tout cas, c'est ce que nous, on fait dans l'équipe. Donc, en conclusion, la mortalité est plus importante sur l'IS pour les amyloses AL. Donc, vraiment, il faut y penser vite. On a des bons résultats, mais vraiment au prix de bien sélectionner nos patients. Peut-être que sur certains décès, on les avait mal sélectionnés. Ils étaient peut-être un peu trop sévères, mais c'est comme ça qu'on fait notre expérience. Quand on a une atteinte cardiaque isolée avec une réponse dissociée hématologique et cardiaque, c'est plutôt ceux-là, en général, qui ont des bons résultats de greffe. Comme je le répète, l'absence de réponse complète n'est pas considérée comme une contre-indication à la transplantation cardiaque. Et on a, nous, remarqué qu'après la greffe, on avait une diminution des chaînes légères sous traitement immunosuppresseur. Donc, on a le temps après de reprendre la chimiothérapie. Et enfin, il faut évidemment évoquer la greffe multi-organes. Comme je vous l'ai déjà dit, il n'est pas raisonnable de transplanter ces patients qui ont une atteinte multiviscérale. Voilà, et puis juste après, je vous présenterai un cas clinique de transplantation cardiaque et d'amylose. Donc, pensez à la greffe et anticipez. C'est tout ce que je peux vous faire passer comme message. Merci beaucoup, Soulaf. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, il y en a même 2. Merci pour cette présentation. Est-ce que le nouveau SCORE-COEUR a changé des choses pour vous, pour l'accessibilité au greffon, ou pas du tout? Oui, enfin, pour l'amylose AL, en général, ils ont des NT-proBNP très élevés. Donc, effectivement, parfois des insuffisances rénales, et ils ont un score plus élevé. Donc, ça a facilité les choses? Pour les amyloses AL, oui. J'ai pas bien compris l'histoire de la greffe en domino, là. Vous prenez le foie d'un patient qui a une amylose mutée et vous le mettez à quelqu'un d'autre qui doit avoir une greffe du foie? Tout à fait. Mais il ne développe pas après d'amylose Oui, donc c'est le foie qui va synthétiser la transthyrétine mutée. Donc oui, bien sûr, il va après fabriquer, donc le receveur du foie domino va fabriquer de la transthyrétine mutée.
Donc il y a un certain temps de latence pour développer une amylose. Donc ces patients sont surveillés de près. Donc je pense que Michel Slama connaît mieux que moi, puisqu'il doit avoir une cohorte plus importante de patients qui ont eu cette transplantation domino. Et il est possible de développer l'amylose avec un foie domino. Pardon ? C'est possible, mais il y a un temps de latence important et le pronostic de ces patients qui n'avaient pas accès à la transplantation hépatique est franchement augmenté avec... Je pense que Michel peut peut-être intervenir, parce que c'est Michel qui a la plus grande expérience des foies domino, parce qu'en fait, il double ce nombre de patients. Non, mais c'est vrai que les premiers cas de foie domino ont été faits au centre hépatobiliaire à Paul Brousse il y a une vingtaine d'années, enfin une grosse quinzaine d'années, on va dire. Et le principe était tout simple. Il y avait des patients qui étaient en attente de transplantation hépatique, parfois dans des états extrêmement graves et préoccupants à très court terme. On se retrouvait à transplanter des foies à des patients qui avaient une amylose, mais dont le foie globalement fonctionnait très bien. On s'est dit, l'amylose, c'est une maladie qui met 30 ans, 40 ans, 50 ans à arriver. Donc on a mis des foies d'amylose sciemment à des patients qui avaient des hépatites fulminantes, des cancers du foie très avancés. Voilà, on leur a sauvé la vie. Et cela dit, on a été surpris de voir arriver chez certains patients des amyloses systémiques beaucoup plus tôt que ce qu'on pensait. L'idée au départ, c'était on est tranquille pour 30 ans. En fait, on n'est pas tranquille pour 30 ans, en tout cas pas chez tout le monde. En très gros, au bout de 5 ans, il y a à peu près 30-40% des patients chez qui on peut mettre en évidence des dépôts d'amylose sur des biopsies d'organes, même s'ils n'ont pas encore de symptômes. Et vers la 10e année, il y a un pourcentage de patients qui n'est pas bien clair, qui vont développer une amylose. Alors pourquoi je dis que c'est pas bien clair ? C'est qu'en fait, le suivi de ces patients qui ont eu une transplantation domino est difficile, parce que les receveurs de ces foies domino, en général, étaient des patients qui étaient déjà en état grave, avec beaucoup de comorbidités. Il y a beaucoup de mortalité, de causes sans aucun rapport dans leur suivi. Et donc, la pénétrance exacte de l'amylose transmise par foie domino est très, très difficile à comprendre. On est en train de reprendre ces patients-là, c'est-à-dire ceux qui ont survécu suffisamment longtemps pour que la question se pose. L'atteinte digestive chez ces patients amyloïdes est quand même difficile à mettre en évidence. Sur quels critères on les contre-indique à la transplantation quels critères digestifs nous les fait contre-indiquer à la transplantation ? Alors nous, on en refait tous une fibroscopie gastrique. Donc en général, dès qu'ils sont en stade 3, en fait, il est urgent de leur faire une fibroscopie, surtout si on a une arrière-pensée de bilan pré-greffe. Donc ils ont tous une atteinte digestive à la biopsie. On a de l'amylose. Mais ce qu'on va regarder, c'est surtout l'atteinte macroscopique avec le risque de saignement. Et donc, on a, pour exemple, une fois mis une ECMO à un patient qui était en choc asyngénique, un patient d'une quarantaine d'années, pour lequel on l'avait mis sur liste de greffe. Et en fait, sous ECMO et sous anticoagulant, il a eu une hémorragie digestive très sévère, pour lequel on l'avait transfusé de 15 kilos. Enfin, c'était vraiment incontrôlable. Donc, finalement, on a décidé de ne pas le transplanter. Il est décédé. Donc, vraiment, nous, c'est très important de faire la fibro avant. Et chez tout le monde, je pense qu'il faut... Voilà. L'autre cause de contre-indication digestive, c'est vraiment les patients qui ont des diarrhées importantes, une atteinte de colique importante avec une dénutrition donc voilà, ça nous semble raisonnable de les contre-indiquer, ces patients. Même si on sait que sous chimiothérapie, ils vont s'améliorer. Et chez les patients avec amylose AL qui sont en cours de chimio que vous greffez, donc ils se retrouvent à la fois avec la chimio et en plus les immunosuppresseurs. Et ils ne font pas tant que ça de problèmes septiques, de complications. On a eu 5 décès, dont 3 par sepsis. Voilà. Justement, j'avais regardé un petit peu dans notre cohorte les gamma-globulines, parce qu'il y avait dans la population d'amylose AL, ils avaient une hypogamma-globulinémie, mais en fait, ça ne change rien. Donc, ce n'est pas un facteur prédictif. Peut-être qu'on n'a pas assez de patients non plus. Oui, effectivement. Donc, on travaille beaucoup en amont sur quel traitement immunosuppresseur on va leur
on va leur administrer. En général, on essaye de donner un protocole qui est moins important que les patients non amylose.